Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session, la seconde de la matinée, donc, sur un sujet qui nous éloigne peut-être de la sobriété qu'évoquait Patrick Pouyanné tout à l'heure quand il nous appelait à être plus sobre sur l'énergie, puisque nous allons parler des dettes publiques et des dettes privées. La sobriété n'est peut-être pas la règle en la matière. Un endettement sans fin est-il raisonnable? C'est la question qui nous est posée. Je suis journaliste Dominique Seux. Pour en parler, nous allons entendre dans quelques secondes Céline Gimet, qui est l'économiste du Cercle des économistes, qui est professeur à Sciences Po Aix, donc qui joue à domicile, si je puis dire. À côté d'elle, nous avons Pierre Grabegna, qui est directeur général aujourd'hui du mécanisme européen de stabilité et qui a été auparavant, pendant 7 ou 8 ans, ministre des Finances du Luxembourg. À côté de lui, Sarah Carlson, qui est vice-présidente de Moody's. Évidemment, il y aura les questions sur la dette publique française. Puis Daniel Biarnex, bonjour à tous, qui est le président de l'Association française des trésoriers d'entreprise. Haïline Koki, merci à vous d'être là, d'être venu, présidente directrice générale de Allianz Trade Group. Olivier Klein, bonjour Olivier, qui est professeur à HEC, président de la Ligue européenne de coopération économique. Et enfin, juste à votre gauche et à ma droite, Alain Bifani, économiste, qui est président de la société de conseil SCPA, qui conseille des entités publiques, par exemple, comme la Banque mondiale, mais bien d'autres. Bien d'autres. Alors, Céline, vous avez la parole. Vous connaissez tous le principe et le fonctionnement de ces tables rondes. Céline, pour introduire ce sujet sur un endettement sans fin, est-il raisonnable? Merci Dominique, bonjour à tous. Donc moi je vais vous proposer quelques éléments de contexte de manière à poser la problématique. Donc je vais commencer par 2 chiffres que nous allons ensuite relativiser. Donc la dette mondiale totale s'est établie à 247% du PIB en 2021. En zone euro, la dette publique a atteint les 91,6% en 2022, loin des critères fixés par Maastricht. Donc bien que vertigineux, ces chiffres sont à relativiser, puisqu'ils masquent des réalités qui sont très différentes et qu'il convient de définir de manière à connaître exactement quelle est la marge de manœuvre des emprunteurs, qu'ils soient publics ou privés. La dette publique, on la trouve en grande partie sur les marchés financiers. Il est clair que la contrainte budgétaire est desserrée lorsque les taux d'intérêt sont plus faibles que le taux de croissance, puisque la dette s'auto-rembourse automatiquement. Les pays industrialisés ont largement bénéficié de ce contexte durant les 2 dernières décennies, puisque les taux d'inflation étaient extrêmement faibles, les taux d'intérêt étaient faibles, les banques centrales rachetaient une part de la dette des États, ce qui leur a permis de s'endetter à coûts extrêmement bas. La situation dans les pays émergents était un peu différente, puisqu'ils ont un profil qui est plus risqué, donc ils endettent à plus court terme, parfois en monnaie étrangère et à des taux plus élevés. En parallèle, l'endettement privé a augmenté aussi de manière considérable, l'endettement des ménages auprès des banques, l'endettement des entreprises auprès des banques et des marchés financiers, ce qui a largement contribué à la croissance économique mondiale, mais ce qui a été aussi source d'instabilité financière, comme en a témoigné la crise de 2008 par exemple. Aujourd'hui, la question de la dette se pose, puisque le contexte a changé. Avec le retour de l'inflation, les taux d'intérêt nominaux remontent, le taux de croissance diminue, on a même des signes de récession dans certains pays du monde, et bien que cette inflation ait une dimension qui soit plutôt conjoncturelle du fait de la guerre en Ukraine notamment, il est possible qu'elle se maintienne à moyen terme, ce qui, couplé à l'instabilité politique, géopolitique et l'instabilité financière, risque de maintenir les taux, notamment les taux longs, à des niveaux relativement élevés, peser sur la croissance et donc réduire la marge de manœuvre des emprunteurs. Se pose alors aujourd'hui la question de la soutenabilité des dettes, c'est-à-dire la capacité des emprunteurs à honorer leurs engagements à court, moyen et long terme. Et il est très difficile de fixer des seuils a priori, puisque la soutenabilité de la dette dépend du profil de l'emprunteur, de la structure de la dette,
du contexte institutionnel, il faut plus particulièrement regarder la trajectoire de cette dette et essayer de la stabiliser. Alors comment ? Le premier réflexe est de songer aux politiques de rigueur. Rigueur budgétaire, baisse des dépenses, augmentation des taxes. Mais on l'a vu, en temps de crise, la rigueur a un effet qui est peu efficace sur les finances publiques. Quelle est l'alternative ? Eh bien, l'alternative, c'est de mobiliser l'épargne nationale et internationale excédentaire et de l'orienter vers des investissements publics et privés qui vont permettre de générer plus de croissance à long terme, donc plus de richesses et plus de recettes. Pour cela, il faut absolument orienter ces investissements vers la transition énergétique, la réduction des inégalités, le capital humain, de manière à créer des vagues d'innovation qui seront bénéfiques pour la croissance potentielle à terme. Merci. Je laisse la parole. Merci de cette introduction. Et Céline, bien sûr, vous reprendrez la parole tout à l'heure. Pierre Gramegna, le mécanisme européen de stabilité, on le connaît, c'est des centaines de milliards d'euros. Ça a été créé en 2012, je crois, pour aider des États comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal à l'époque. Les dettes publiques en zone euro sont-elles soutenables ? Va-t-on échapper à une crise ? Oui, merci Dominique. Merci Céline aussi pour cette introduction à laquelle je souscris à 100%, donc je ne vais pas faire de répétition. Le mécanisme européen de stabilité, oui, a été créé. Ça vaut peut-être la peine de passer une minute sur le mécanisme parce qu'il n'est peut-être pas assez connu. Il a été créé parce qu'en fait, on avait un trou dans la raquette. Le trou dans la raquette, c'est que quand on a une monnaie commune et qu'on n'a pas une institution type FMI à l'intérieur de la zone euro, il fallait bien la créer. Et donc, parce qu'on ne peut pas faire l'ajustement monétaire, il fallait donc avoir un instrument particulier. Sachez que le mécanisme européen de stabilité, souvent appelé ISM dans l'acronyme anglais, dispose de 81 milliards de capital que les États membres de l'euro ont payé. Et grâce à ça, on peut emprunter jusqu'à 500 milliards sur les marchés à taux AAA, puisque le mécanisme a le taux AAA. Et on fait bénéficier donc les pays qui sont en difficulté de ce taux. Et c'est ce qu'on a fait avec 5 pays. Alors, la situation aujourd'hui, je dirais que j'essaie de la regarder dans le contexte recréer l'espoir. Faut-il être déprimé ou totalement optimiste ? Je vais dire 2-3 chiffres qui me rendent optimiste. Le premier, c'est que la dette publique est passée de 97% à 91,6% l'année dernière. Bon, on était en période Covid, elle avait beaucoup augmenté, elle a beaucoup baissé. La deuxième chose, c'est que nous avons un produit intérieur brut, donc la richesse des pays de l'Union européenne, aujourd'hui est 2% plus élevée qu'avant la crise du Covid. Donc on n'a mis que 2 ans pour se remettre de la crise du Covid. On avait mis 7 ans dans la crise souveraine de 2010. Donc on était mieux préparé parce qu'on avait des instruments, on a fait des réformes. L'Europe a été très active. Je résume le programme NGEU, je pense l'union bancaire, et je pense à quelque chose qui est quand même fondamental, c'est que malgré les turbulences financières qu'on a eues en Suisse et aux États-Unis au printemps, la situation s'est bien stabilisée. La zone euro, l'Europe, a été épargnée de grosses turbulences. C'est quand même un très très bon résultat. Ça veut dire qu'on peut aussi agir pour réduire les risques. Et puis, dernière chose qui, à mon avis, mériterait, et ce sera certainement fait ici aussi, de souligner que nous vivons une époque formidable à la limite parce que le taux de chômage est descendu à 6,5%. On n'avait pas vu ça depuis la création de la zone euro. Dans certains pays, ce taux n'avait pas été atteint depuis 2 générations. Donc ça change un peu la donne et les perspectives, même si on n'arrive pas à très bien cerner toute cette problématique. Alors, sur les côtés négatifs, c'est surtout l'inflation. Et ça nous cause beaucoup de soucis parce que l'inflation, certes, au début, fait baisser en apparence la dette, mais grignote l'épargne et grignote le pouvoir d'achat des personnes. Deuxième chose qui
l'inflation était montée à 10%, elle est à 5% comme inflation nominale, mais, et ça je crois que c'est un point fondamental, l'inflation sous-jacente, donc celle quand on enlève le pétrole, l'énergie et l'alimentation, est encore au-dessus de 5%. Ce qui fait que les taux qu'on applique aujourd'hui, de 4%, c'est par rapport à l'inflation sous-jacente encore des taux négatifs. Donc on entend beaucoup dire les taux sont très très élevés maintenant, mais par rapport à l'inflation sous-jacente, ils sont encore négatifs. Donc ça, c'est une grosse inquiétude. Dernière chose, quels sont les risques? Eh bien, les risques, c'est qu'avec les taux d'intérêt élevés, bien sûr, on a du mal à refinancer sa dette et à payer les taux d'intérêt qui sont multipliés par 2, par 3, par 4. La deuxième chose, c'est que comme le pouvoir d'achat est grignoté, et grignoter est un mot très gentil dans le contexte, parce qu'on n'avait plus l'habitude de le voir, il y a des revendications salariales et on a un risque d'emballement et qui va produire davantage de dette. Et bien sûr, il y a la tentation des États de compenser cela et donc d'avoir une politique budgétaire qui est en contradiction avec l'inflation. Si, c'est vrai que ça fait des années que l'on craint une crise des dettes en zone euro. En un mot, s'il faut, sur une échelle de 0 à 10, le degré de risque sur les dettes publiques de la zone euro, il est où? Et juste un chiffre, de 0 à 10. Tu me poses une colle incroyable, et ben je vais dire 5. Et je vais dire 5 et je vais vous dire pourquoi. Non, on y reviendra. Non, alors, ça c'est phrase, juste vraiment. ça, parce que 5 c'était difficile comme je joue un très très mauvais rôle. Pourquoi je dis 5 Parce que on a une fenêtre de tir de quelques années pour redresser la barre, parce que la moyenne de la durée des emprunts des États est 8 à 9 ans. Donc le service de la dette qui augmente, ce n'est pas en un coup. Donc il y a plusieurs années pour redresser la barre. Merci beaucoup. Sarah Carlson, qui est à droite pour ceux qui nous regardent. Donc Moody's, agence de notation, on sait le travail qui a été fait par Fitch et par vos concurrents de Standard & Poor's ces dernières semaines. La dette de la France, à risque ou pas à risque? Bon, merci Dominique, merci à tous. Pour chacun des 143 pays que nous notons, chez Moody's, nous regardons la dette et sa trajectoire prévisible en regard de la richesse du pays, ainsi que sa capacité à accroître cette richesse. Cette capacité est liée à la gouvernance et à la solidité des institutions du pays. Pour faire court, nous pensons que plus l'économie et les institutions d'un pays sont fortes, plus la dette peut être élevée. J'insiste sur le fait que le coût de la dette est au moins aussi important que l'encours de la dette. Chez Moody's, la France a une notation de AA2 stable. C'est un cran au-dessus de la Finlande et de l'Autriche. Dans la zone euro, seuls l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg sont AAA. Mais c'est un cran au-dessus de la Belgique et du Royaume-Uni. Dans ce contexte, la France est en mesure de supporter une charge de la dette beaucoup plus élevée que la plupart des autres pays en raison de la solidité de son économie et de ses institutions. Néanmoins, en 2024, il est probable que la France sera le 3e pays le plus endetté dans la zone euro après la Grèce et l'Italie. Et cette charge de la dette, qui, d'après nos estimations, pourrait atteindre 114% du PIB, pourrait affecter la capacité de la France à répondre à des chocs futurs. Malgré son niveau très élevé par rapport aux pays comparables, la France présente l'une des charges de la dette les plus abordables parmi les grandes économies. Les paiements d'intérêt de l'État représentaient 3,5% des recettes totales des administrations publiques en 2022, soit un niveau similaire ou inférieur à certains pays notés AAA ou AA, tels que l'Australie, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. En pourcentage du PIB, les paiements d'intérêt sont globalement en phase avec ceux des pays similaires. Cela étant, il est évident que l'époque du déclin du coût de la dette est révolue et qu'une
charge de la dette très importante rend la France plus vulnérable aux chocs futurs qui affecteraient le coût de la dette et le niveau d'endettement. La trajectoire budgétaire à moyen terme du gouvernement indique un rythme très progressif de la consolidation budgétaire. En effet, le gouvernement ne vise qu'à ramener le déficit sous la barre de 3% du PIB d'ici à 2027. Il s'agit d'un rythme de réduction du déficit plus lent que celui de la plupart des pays européens. Nous pensons que le gouvernement n'atteindra probablement pas ses objectifs annuels en matière de déficit et que la charge de la dette va continuer à augmenter progressivement avec une faible probabilité d'une baisse sensible à moyen terme. Par le passé, la France n'a pas été en mesure de réduire sa dette de manière significative, même en période de reprise économique cyclique. En fait, à plus long terme, éviter une hausse du niveau de la dette supposerait une consolidation budgétaire sans précédent. Cela nécessiterait une volonté politique forte et un consensus pour s'attaquer au déficit budgétaire persistant. Parvenir à ce consensus serait politiquement compliqué en raison des choix difficiles que cela implique en matière de modification des dépenses et ou des recettes. Cependant, faute un tel changement, le profil de crédit de la France sera soumis à des pressions à la baisse. La perspective est, in fine, la notation du pays pourrait devenir négative si nous devions conclure que la détérioration du coût de la dette sera significativement plus importante en France que dans des pays comparables. Un affaiblissement de l'engagement en faveur de la consolidation budgétaire au cours du mandat de ce gouvernement augmenterait également les pressions négatives sur le crédit. Ça, on sent que ça a été pesé au millimètre. Merci. Si je résume ce que j'ai compris en vous écoutant, la première partie, ça commençait très bien parce que la France a un système fiscal qui permet de lever beaucoup d'impôts rapidement. Et à la fin, on sent qu'il y a quand même des petits avertissements et une annonce, vous n'allez pas le confirmer, d'une possible dégradation qui n'arriverait. La prochaine notation, c'est quand ? La prochaine date dans le calendrier, c'est vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année. D'accord, parfait. On reviendra sans doute avec les questions. Alors maintenant, on va regarder les entreprises privées qui sont évidemment très endettées aussi. Là aussi, on craignait une crise. Elle n'est pas arrivée. Quels sont les risques à venir ? Merci et bonjour à toutes et à tous. Association française des trésoriers d'entreprise. Merci Dominique. Je vais parler effectivement uniquement pour les entreprises qui, comme vous le savez, ont vécu récemment 2 crises exogènes majeures, la crise du Covid en 2020 et la crise russo-ukrainienne en 2022. En 2020, les entreprises ont bénéficié de soutiens massifs. D'abord des aides publiques avec les prêts garantis par l'État ou le chômage technique, et puis elles ont bénéficié d'une liquidité abondante et bon marché fournie par la Banque centrale européenne. Mais depuis 18 mois, ce contexte a changé. Après la crise ukrainienne, la plupart des entreprises sont confrontées à une hausse de leurs coûts de production, un ralentissement de leur activité, et en plus, les banques centrales, pour lutter contre l'inflation, ont provoqué une hausse massive et brutale des taux d'intérêt. Je vous rappelle, le taux de la BCE est passé en un an de moins 0,5 à plus 3,5%, et ça après 10 ans où il était en territoire nul ou négatif. Maintenant, face à ce changement de contexte, les principes qui permettent à une entreprise de définir quel est le niveau adéquat de sa dette, eux, ils n'ont pas changé. L'entreprise doit avoir une dette qui est soutenable, c'est-à-dire qu'une entreprise qui contracte une dette doit être capable de payer les intérêts et de rembourser le principal sans mettre en danger son activité opérationnelle. Et pour cela, elle doit surveiller en particulier 2 ratios, le nombre d'années de cash flow nécessaires pour rembourser sa dette et la couverture de ses frais financiers par son résultat opérationnel, ratio qui gagne évidemment en importance avec la hausse des taux.
Et une entreprise, évidemment, c'est aussi quelqu'un qui doit créer de la valeur. Et pour cela, elle doit s'assurer que le coût de ses financements est inférieur au rendement de ses actifs. Quand on a bien ces principes en tête, on comprend aisément que quand les cash flows opérationnels se réduisent à cause d'une conjoncture économique plus difficile, et quand en plus les frais financiers augmentent à cause de la hausse des taux d'intérêt, il est temps de revoir le niveau de sa dette, et particulièrement pour les entreprises qui ont la structure financière la plus tendue. Maintenant, est-ce que cet ajustement de la dette est synonyme automatiquement de crise? Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On a certes une augmentation du nombre de défaillances d'entreprises qui, en France, sur les 12 derniers mois, tangente les 50 000, mais c'est inférieur au niveau qu'on connaissait avant le Covid, qui était plus proche de 60 000. Et quand l'AFTE ou le METI, par exemple, interrogent leurs adhérents, la plupart des entreprises répondent qu'elles sont tout à fait en mesure de lever les financements qui leur sont nécessaires. La réalité, c'est que les entreprises ont un peu de temps pour s'ajuster face au contexte économique. Par exemple, celles qui ont souscrit des PGE ont jusqu'à 8 ans pour les rembourser. Et la hausse des taux se traduit sur leurs frais financiers de façon progressive au fur et à mesure où elles renouvellent leur financement à taux fixe. On peut donc sans doute espérer que l'ajustement sur la dette soit géré au cas par cas par chaque entreprise en fonction de sa situation, sans provoquer de crise systémique. Parfait, c'est extrêmement clair. Feu orange, pas rouge. Orange pour certains cas. Merci beaucoup de ces indications extrêmement pédagogiques. Haïline Coqui, alors, grand groupe d'assurance, bien sûr, à Allianz. Quelle est votre analyse, vous, peut-être à la fois sur le court terme, est-ce qu'on peut éviter une crise financière? On n'a jamais été aussi près de la prochaine crise financière par définition. Mais à moyen terme, quels sont les fondamentaux des comptes des entreprises que vous observez? Je dirais que je suis optimistique en matière de risque à la baisse, mais tout en faisant attention. Comme les autres orateurs à côté de moi, je dirais plus jaune que orange. Nous passons à travers les cycles depuis 1999 aux États-Unis et en Europe, mais ce que nous voyons, c'est l'impact sur l'économie accuse du retard. Généralement, ça a lieu en 6 mois. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il faut 11 à 12 mois. Et il y a plusieurs raisons pour cela. L'une d'entre elles a été mentionnée en termes de foyers. Les sociétés qui ont accumulé des niveaux excessifs d'espèces, de liquidités. Et puis, il y a un autre avantage. Les maturités des prêts d'entreprise sont longs et sont à taux fixe. Donc, ça ne frappe pas fort à court terme en termes de coûts de financement que les sociétés doivent accuser. Et puis, on voit également un taux de chômage qui est très bas. On pense qu'il va y avoir une récession courte, mais qu'on va pouvoir quand même surmonter facilement et qu'il y a une résilience. Mais les taux d'inflation montent, escaladent. Aux États-Unis, on pense qu'on va monter beaucoup. En Europe, ça va atteindre 7%. Et la transmission arrive tard, mais elle va commencer à mordre à un moment donné, vers la fin de cette année. Je dirais, surtout comme les sociétés voient leurs profits réduire comme peau de chagrin, on parle de 2 à 2,5% de croissance. Ça signifie que ça va réduire la marge de profit de 3%, un peu plus haut en France, 3,5%. Également, il y a aussi le remboursement pour les PME, par exemple. 65% des PME vont avoir un remboursement de la dette par 2026, d'ici 2026. Ce qui signifie que quand on parle de PME fragiles, ce sont celles qui vont être en situation de défaillance ou insolvables dans 4 ans. Et on va revenir au niveau pré-pandémie. Donc c'est 17% et 7% aux États-Unis. Certains secteurs vont être plus affectés.
Donc, quand on va avoir la vague qui va déferler, on va voir qui va se retrouver nu et qui va être moins frappé. Pour le transport, tout ce qui est hôtellerie vont être moins frappés. Pour les secteurs comme les pharmaceutiques ou l'informatique, le logiciel, ils vont être moins frappés. Donc, ce sera difficile. On peut éviter cette crise, mais il y a une chose que je voudrais vous rappeler, c'est qu'en 2024, nous allons avoir des élections qui vont couvrir 75% du PIB du monde. Et il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent. Et les États sont très endettés, ils ont moins de leviers pour aider le secteur privé. Ça signifie qu'il y a un danger s'il y a une erreur commise en matière de politique. Donc, je vois beaucoup d'optimisme en court terme, mais je vois aussi des risques à la baisse en matière de ce qui pourrait se produire s'il y a des erreurs de politique de la part des banques centrales banques centrales. Donc d'ici 2025, si je comprends bien. Merci beaucoup. Beaucoup de vous être exprimé. Alors, on continue. Olivier Klein, on continue à balayer un petit peu tous les points de vue. Vous, donc, à la fois enseignant et président de la Ligue européenne de coopération économique. Un endettement sans fin est-il raisonnable ou déraisonnable? Quelques mots tout d'abord. Bonjour à tous. Pour préciser une petite notion très simple, un endettement sans fin, si on parle de volume, ça n'a pas beaucoup de sens. Dans le sens où une grande entreprise a un endettement qui, au fur et à mesure de sa croissance, monte et il n'y a rien de malsain. Un État, au fur et à mesure de la croissance, peut avoir un endettement qui monte, il n'y a rien de malsain. Et on ne leur demande pas de rembourser. Il n'y a qu'aux individus, aux particuliers, parce qu'on meurt. Et donc, parce qu'on est mortel, on a besoin d'avoir remboursé sa dette avant de mourir. Mais sinon, les autres choses ne sont pas considérées de la même manière. Donc ça, c'est quand même très important à bien avoir. Et une fois qu'on a cela en tête, qu'est-ce qui fait qu'un endettement est malsain? Qu'est-ce qui fait qu'on doit limiter son développement? Et ce sont évidemment les ratios, comme ça a été dit tout à l'heure, et les ratios sont multiples. Les ratios, c'est de regarder le coût de la dette sur le budget, que ce soit du public comme d'une entreprise. Les ratios, c'est le niveau de la dette sur le PIB, c'est le niveau de la dette sur l'EBIT ou sur les capitaux propres, etc. pour des entreprises. C'est ça qui est important. Et donc, on va déterminer le fait qu'un emprunteur soit solvable ou qu'une dette soit soutenable à partir de la trajectoire anticipée, et il faut faire des anticipations. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, mais qui fait aussi la beauté de la chose. On ne peut pas dire de façon statique c'est pas bon ou c'est bon. C'est dans la trajectoire qu'on regarde. Il faut donc arriver à faire des anticipations, et tout le monde doit faire des anticipations, les agences économiques, les marchés financiers naturellement, pour savoir si tel ou tel sera solvable demain, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt anticipés, du croissance anticipée, croissance d'entreprise, croissance évidemment macroéconomique, fonction naturellement de l'anticipation pour les États des déficits budgétaires primaires qui comptent fondamentalement. Et c'est tout cela qui va être regardé, et d'ailleurs qui se résume, mais de façon un peu trop simple, à travers le regard du différentiel entre le taux d'intérêt et le taux de croissance, qui souvent est mis en avant, puisqu'effectivement, les risques de solvabilité sont beaucoup moins forts. Il n'y a pas d'effet boule de neige de la dette si les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance, que ce soit nominaux ou bien tous les deux réels. Évidemment, ça ne change pas grand-chose. Alors, la question qui se pose pour arriver directement au but, mais je pense que c'était pas mal de repréciser tout cela, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une croissance des ratios qui est dangereuse? Oui, ma réponse est oui, mondialement. Mondialement, depuis 2000, minimum, on a eu un taux d'endettement du privé et du public, aussi bien des pays émergents que des pays avancés, qui a monté de façon vertigineuse. Et il y a une raison à cela, et c'est pour ça que c'est intéressant pour avoir ensuite un diagnostic. La raison fondamentale, c'est que les taux d'intérêt sont restés très longuement en dessous des taux de croissance, et que ça a facilité non seulement les bulles sur l'immobilier, sur les actions, mais ça a facilité naturellement les bulles sur le crédit, et donc le surendettement ou l'endettement qui se révèle surendettement quand les taux changent de nature. Or, précisément, on change de régime d'inflation. On a changé de régime d'inflation à la sortie des confinements, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer, surtout on n'a pas le temps. Mais on voit bien que cette inflation, pour la partie transitoire,
Eh bien, sur le recul, mais que la partie sous-jacente, avec les indexations de prix sur les prix, des prix sur les salaires sur les prix, est beaucoup plus résiliente et s'affiche à des niveaux hauts. Ce qui fait que les banques centrales, et ce n'est pas une erreur de politique économique à mon avis, à juste titre, augmentent les taux d'intérêt avec un peu de retard. Ça, il y avait un peu d'erreur, mais malgré tout, augmentent les taux d'intérêt parce qu'il faut casser ce niveau trop élevé d'inflation. Un peu d'inflation, c'est bien, trop, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien non plus. Donc c'est une question de réglage. Donc les banques centrales ont augmenté rapidement les taux d'inflation. Elles sont simplement très fortement contraintes à partir de maintenant, parce qu'évidemment, on est dans une situation de vulnérabilité financière généralisée dans le monde, où si on va trop vite, trop fort, au-delà d'un certain moment, on peut casser des bulles. Il faut les faire dégonfler, les bulles, mais doucement. Le problème, c'est que ça dégonfle difficilement doucement. En général, ça éclate et ça fait des crises systémiques. Et il faut faire dégonfler l'endettement. Alors oui, j'ai fini en disant, il y a de l'optimisme parce que tout ne va pas se produire en 5 minutes, mais quand même, on est sur un terrain piégé et vulnérable. Donc des crises, vous savez, c'est des questions de convention, d'anticipation. Si les anticipations sont positives, ça va aller, ça va se faire doucement. Si tout d'un coup, il y a précipitation des anticipations et des nouvelles conventions sur le fait que ça sera difficile non pas de rembourser, mais de se refinancer normalement sur l'avenir, là, ça peut précipiter les crises. Ce qui fait que les entreprises, mais je ne vais pas répéter ce que vient de dire le président de l'AFT très justement, ont peut-être du temps, mais celles qui sont très endettées doivent vraiment s'y prendre, et elles auraient dû s'y prendre depuis un moment. Quant aux États, inutile de dire que la France en est, ils doivent aussi faire très attention. Et la France est parmi les États les plus endettés de l'Europe. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit évidemment notre responsable de la notation, mais tout à fait d'accord, mais le potentiel d'augmentation des impôts en France est à peu près nul, étant donné le niveau où on est déjà, c'est-à-dire champion du monde. Donc, on n'a pas une capacité majeure. Il faut donc faire des réformes structurelles pour augmenter le potentiel de croissance, le G. Il faut évidemment transférer des dépenses qui parfois ne sont pas très utiles vers des dépenses utiles pour pousser le potentiel de croissance. Et c'est là que réside l'optimisme. Ça sera facile à dire, difficile à faire. Merci. Si je résume, la période est assez darwinienne en ce moment. La période est assez darwinienne, c'est-à-dire qu'il y a une sélectivité à la fois des risques et des situations. Alain Bifani, pour terminer ce premier tour, et on prendra rapidement les questions de la salle. Vous, quelle est votre analyse? Pour l'instant, c'est assez consensuel quand même. C'est-à-dire, à court terme, on ne voit pas de catastrophe, à moyen terme, possible. Vous ne vous mouillez pas énormément les uns et les autres. Est-ce que vous allez prendre une position un peu iconoclaste, qui n'est pas forcément la vérité, mais est-ce que vous allez vous décaler un peu? Je vais essayer en tout cas. Je pense qu'on peut aborder la question comme le font les spéculateurs, c'est-à-dire se demander quand aura lieu la prochaine crise. Et on peut se demander, comme le feraient des économistes responsables, comment sortir d'un système dans lequel la crise est inhérente. Et depuis un demi-siècle, les agrégats financiers s'accumulent sans arrêt. Nous allons toujours et structurellement vers des crises de dette. Nous savons tout juste retarder la crise ou la réorienter vers les uns ou les autres, mais la réalité, c'est que le besoin d'endettement existe avant tout pour trouver des contreparties aux agrégats colossaux qui sont la conséquence de choix politiques non indépendants, la fin de l'étalon or, le surplus, enfin au contraire le déficit structurel du compte courant et l'abrogation du Glass-Steagall Act. Et le plus efficace pour réduire les agrégats sont les crises, mais aussi les guerres, ou alors des dévalorisations massives. Et là, l'inflation, c'est la version soft de tout cela. En présence de la monnaie fiduciaire, l'économie, le social, les guerres poussent les autorités nationales à imprimer de l'argent parce qu'elles n'osent pas gérer une modification politiquement trop coûteuse de la distribution de la richesse. Et avec la fin de la convertibilité du dollar, Nixon s'était entendu avec la Chine pour profiter d'un excédent de main-d'œuvre et commencer la délocalisation massive, déjà. Donc en fait, en 2 mots, dorénavant, il fallait gérer les déséquilibres et les rendre même opérationnels. Et aux agrégats, il fallait trouver des contreparties à tout prix, soit de bonnes raisons de produire de la dette. Le paradoxe, c'est que le financement existe, mais qu'il lui faut trouver des clients. Et souvenez-vous de la crise des subprimes. Et c'est l'épargne excédentaire dont a parlé Céline au tout début. Mais le prélèvement sur l'économie réelle pour entretenir une rentabilité qui satisfait les détenteurs de ces agrégats devient de plus en plus lourd et constitue un problème en soi dont le titre est « Gare à la crise financière ». Donc même sans besoin de financement, la financiarisation devient un processus en soi et les volumes augmentent en permanence.
et les crises ne sont plus accidentelles, elles deviennent même nécessaires, parce que sinon il n'y aurait pas de plafond. Donc le profit des banques, par exemple, ainsi que leur faillite, ne proviennent plus de leurs prêts à l'économie. Ce qui devient primordial, c'est les activités de marché, les produits dérivés, ceux qui trouvent du rendement pour que les agrégats continuent à s'accumuler. Donc on se botte sans cesse en avant et les crises deviennent consubstantielles à la gestion des déséquilibres. Elles font partie du processus, ne sont plus un accident qui vient perturber des règles raisonnées. Donc fini le « j'investis aujourd'hui pour produire demain », le déséquilibre intertemporel entre la production et la circulation ne produit plus qu'une part infime de la dette. Et le jeu ne consiste plus qu'à allonger les échéances en essayant de ne pas déraper. Et on sait que la sortie sera une crise quelque part. Donc à l'échelle mondiale, l'argent s'accumule, les retombées globales se manifestent par le biais de la concentration massive des patrimoines, et c'est du financier, pas des lopins de terre. Et ce modèle entretient donc les chocs de dette et la montée des inégalités. Et les acteurs politiques, eux, ils essaient de retarder ce casse-tête que serait une crise. Donc beaucoup ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais les élections sont une invention en ce sens extraordinaire. Parce que grâce à elles, on n'a qu'une tranche de temps à gérer. Et donc, on connaît l'histoire. Vous savez, ceux qui étaient avant nous, c'est des nuls, et ceux qui viennent, tant pis pour eux. Mais dès qu'on fixe par les institutions une temporalité saccadée, on obtient une marge de manœuvre incroyable pour manipuler les gens. Donc on fixe des temporalités saccadées, mais la réalité, c'est que la démographie, la finance, le climat, ce sont des temporalités longues et inertes. Et elles doivent être traitées comme telles. Donc si j'ai une chose à dire pour conclure, c'est qu'il faut absolument une réflexion en profondeur sur un système dans lequel les crises sont inhérentes, nécessaires et récurrentes. Donc la prochaine crise arrive. Alors, avant de prendre les questions là, ça, j'avais envie de... Il y a une question que je me pose à titre personnel, peut-être vous la vous posez aussi. Est-ce que, on entend beaucoup ça dans le débat public, est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique et énergétique permettent de s'endetter davantage en ce moment? Est-ce qu'il y a un momentum historique, économique, sociétal? Est-ce que les investisseurs, publics, privés, sont capables de dire oui, dans ce moment-là, il faut accepter de l'endettement supplémentaire? C'est la thèse en France de Jean Pisani-Ferry, mais de beaucoup d'économistes. J'aimerais, mais en quelques phrases chacun, mais vraiment très très courtes, avoir votre avis à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui peut se passer sur les questions d'endettement avec la lutte contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Là, c'est un peu désorganisé. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Oui. Je vais lancer quelques phrases. Au niveau européen, nous sommes, au moins le pensons-nous, le leader dans la matière d'avoir reconnu l'urgence climatique. Et nous avons, au niveau de l'Europe, une priorité d'investir dans la digitalisation et dans le changement climatique. Et c'est le programme Next Generation EU qui, ici, met à disposition des sommes très importantes. Donc, on a perçu cette nécessité et au niveau européen, on a mobilisé de l'argent. Mais ça, c'est de l'argent public. Il faudra en mobiliser aussi dans le secteur privé. Mais peut-être une touche importante dans la réflexion, les règles européennes budgétaires sont basées sur le pacte de stabilité et croissance, PSC. Et il faut qu'on passe d'un pacte de stabilité et croissance vers un pacte de croissance soutenable, PCS. Ce sont les mêmes lettres, mais quand on a fait le pacte de stabilité et croissance, on avait en vue surtout de stabiliser. Et la croissance vient après. Je crois qu'on a de plus en plus un consensus en Europe qu'il faut de la croissance et de la croissance soutenable. Dans le soutenable, il y a bien sûr l'environnemental, le climat et la digitalisation, mais il y a aussi la soutenabilité des finances publiques. Donc on voit qu'il y a quand même un changement, et je pense que ça a été dit, et j'arrête là, qu'il faut absolument qu'on ait de la croissance en Europe et de la productivité. Et la seule manière de l'avoir, c'est d'avoir des investissements productifs. Sarah Carlson, est-ce que les prêteurs et les agences, notamment, est-ce que les agences sont prêtes à se dire, au fond, eh bien, le combat climatique modifie l'approche globale, ou pas? Ou c'est neutre? J'ai 3 points très simples. En premier lieu,
Notre méthodologie de notation de la dette souveraine ne fait pas de distinction explicite entre les différents types de dépenses. Néanmoins, les mathématiques de l'équation de la dette sont ce qu'elles sont. Par conséquent, les investissements qui augmentent le potentiel de croissance peuvent, toutes choses égales par ailleurs, contribuer à une dynamique positive de la dette. Deuxièmement, les gouvernements sont confrontés de nombreux défis importants pour l'avenir, et pas seulement la transition climatique. Dans de nombreuses économies avancées, les pressions exercées par le vieillissement de la population nuisent déjà au potentiel de croissance et aux finances publiques. Cette situation ne fera que s'aggraver au cours de la prochaine décennie. L'évolution du paysage géopolitique a accru la pression en faveur d'une augmentation des dépenses de défense. Les risques sociaux ont augmenté en raison de problèmes liés au coût de la vie. C'est pourquoi il aurait été si important de profiter des bonnes années, en guillemets, de taux d'intérêt extrêmement bas pour créer une marge budgétaire en faisant parfois des choix politiquement difficiles et en mettant en œuvre une politique budgétaire anticyclique. Enfin, pour la plupart des économies avancées, les coûts de la transition vers une économie à faible émission de carbone sont importants mais gérables. Prenons l'exemple de l'Allemagne, qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre d'Europe. Selon la banque publique allemande KfW, atteindre la neutralité climatique coûtera environ 5 000 milliards d'euros. Toutefois, plus de 60% de ces investissements seraient réalisés de toute façon. Sur la base annuelle, cela se traduit par les investissements d'environ 5% du PIB, dont environ 10%, soit 0,5% du PIB, seront supportés par le secteur public. Merci. Alors, pour une petite évaluation, qui a envie de poser des questions? Levez la main pour que je vois quelle est un petit peu l'ampleur du nombre de questions. Bon, c'est parfait. Alors, on va commencer les questions et puis vous aurez les autres l'occasion de répondre à ma question précise. Madame? Oui, le micro arrive, il est là. Si vous pouvez indiquer à qui s'adresse la question. À tous. Comment on gère la dette africaine? Est-ce que l'Afrique a le droit de s'endetter pour se transformer et s'adapter ou pas? Qui veut répondre? Comment on gère la dette africaine? Alors, est-ce qu'on n'a pas d'intervenant spécialisé? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, allez-y. Allez-y. C'est une question évidemment qui n'a rien de simple, mais l'Afrique, pas seulement l'Afrique, les pays émergents auront besoin pour la transition énergétique, à mon avis, de l'aide des pays avancés. Parce que sinon, on pourra faire des efforts dans les pays avancés, mais si les pays émergents ont besoin de capitaux qu'ils n'ont pas pour faire leur transition, s'il s'agit pour les pays avancés simplement de repousser la pollution dans les pays émergents, c'est une fausse solution. Et de temps en temps, j'ai l'impression d'écouter dans des slogans écologistes le fait que si on est propre chez nous, c'est bien. Ben non, si on va produire ailleurs pas bien, ça ne change rien à la planète. Donc il me semble qu'un gros effort des pays qui déjà produisent moins de CO2, par exemple, devrait être concentré sur des pays qui, eux, n'ont pas les moyens de faire ces efforts. Et donc de les aider à se prendre en main par eux-mêmes, naturellement, pour le faire par eux-mêmes, mais à développer cela. Deuxièmement, il y a des niveaux de dette aujourd'hui, il faut le reconnaître, en Afrique ou ailleurs, qui sont très élevés sur certains pays, dont une partie financée par la Chine aussi. Et donc, là, il faudrait que la Chine accepte de rentrer dans les états globaux de la réflexion sur la dette des pays tiers, émergents aussi, pour pouvoir réfléchir à la façon dont on peut de façon ordonnée faire cela. Ce n'est pas si simple, manifestement, aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on puisse se débrouiller autrement. Merci. Oui, monsieur, je vois une question ici et là. Merci. La question est pour tout le monde aussi. Plus près de votre bouche. Aujourd'hui, on voit que l'épargne des Français n'a jamais été aussi importante, surtout ces comptes courants non rémunérés. Est-ce que ce ne serait pas une façon pour l'État
de mobiliser cette épargne et éviter d'avoir recours au crédit sur les marchés financiers. Tout le monde aurait y gagné, on serait mieux rémunéré et l'État n'aurait pas à s'endetter sur les marchés et diminuerait le poids de sa dette structurelle. Daniel, peut-être? Qui veut répondre? Oui, allez-y. En fait, je crois que la question de l'excédent d'épargne est absolument centrale et je crois qu'il faut aussi faire attention à ne pas cacher une chose par une autre. C'est-à-dire qu'il faut faire attention devant la gravité climatique à ne pas, si vous voulez, utiliser ça comme une bonne raison pour gonfler encore l'endettement et paradoxalement retarder une crise financière, sachant que la financiarisation, c'est simplement une réponse prétendue au problème climatique. Et ce problème, malgré toute son importance, n'est qu'un symptôme du phénomène. Et donc, en fait, moi, j'aurais tendance à dire que je ne vois pas pourquoi on lie de cette façon-là la dette au climat. Ce n'est pas tout à fait naturel. Avant de se demander ce que sera l'impact sur les générations futures, on peut se demander aussi qui est le gagnant et qui est le perdant des opérations qui se passent aujourd'hui. On est en train, encore une fois, de transposer des temporalités longues à des temporalités saccadées. Le climat, c'est long. Les objectifs 2050, c'est court. Donc, bien sûr, c'est très important, mais la catastrophe climatique reste un symptôme du désastre systémique dans lequel nous sommes. Et il faut que ce soit traité comme tel, et pas de la manière inverse, c'est-à-dire de mettre le climat et de l'utiliser comme prétexte à un gonflement de la dette. Sur l'épargne, quelqu'un veut répondre? Autre question? Oui, allez-y. Ouais. Oui, ce qui est intéressant, c'est les entreprises ont obtenu des profits records l'année dernière. Quand on a pensé qu'ils allaient augmenter leurs investissements de 30%, mais en fait, c'était seulement de 3%. Cela veut dire qu'en fait, ils font du rachat d'actions, ils gardent l'épargne, ils gardent l'argent pour eux. Nous avons un écart de 3 trillions à remplir. Si les entreprises ne bougent pas, les emprunteurs vont pousser pour le faire, les banques, les assureurs poussent pour cela. Les entreprises, pour avoir du GIS et mettre en place de la pente de transition, bénéficient de meilleures notations, meilleures conditions de financement. Les obligations sont moins volatiles, les spreads sont plus bas, donc ça se passe. Mais ce qui ne passe pas, c'est que ça n'a pas d'impact plus bas vers les entreprises qui sont plus petites et les particuliers. Et puisque nous n'avons pas les mêmes règles de jeu pour tous en ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme de transfert, nous n'avons pas les mêmes règles de jeu pour l'harmonisation de la réglementation et les règles du jeu pour pouvoir faciliter cette transition. Donc, c'est là où les gouvernements, les États doivent jouer leur rôle. Donc, là, on reste à un niveau élevé. Nous ne descendrons pas vers les PME et vers le niveau des particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui doit avoir lieu. Et beaucoup au premier rang, plus au fond, peut-être. Oui, madame. Bonjour. A-t-on une idée de l'impact de l'inflation actuelle sur les recettes de l'État? Et l'a-t-on estimé? Ça, c'est la première chose. Et de façon un peu plus générale, à quand une agence de notation européenne? Pierre. Et Sarah. Plus près. I'll respond to your question in English. Sorry. Je vais répondre en anglais. Votre question concerne l'impact de l'inflation sur les revenus des États par les impôts. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons, surtout l'année dernière, nous n'avons pas vu le même niveau de détérioration dans les finances publiques qu'on aurait pu voir. Puisque, en fait, lorsque l'inflation monte, par exemple le TVA qui monte, dans certains cas, les revenus montent également, les bénéfices des entreprises augmentent également, ce qui augmente les revenus fiscaux. Cela aide à financer les mesures qui sont nécessaires pour aider les pays à absorber le choc énergétique qu'on a vu l'année dernière. Par exemple, il s'agissait de phénomènes transitoires et nous pensons que ces effets vont diminuer avec le temps. La question est, est-ce que les dépenses qu'ils financent vont également diminuer avec le temps? Et s'ils ne le font pas, c'est quelque chose à travers l'Europe qui va rendre plus complexe le parcours de réduction de la dette. Globalement, ce n'est pas quelque chose que nous pensons que nous allons voir, mais
la situation dans les pays européens est très diversifiée. Nous avons certains pays avec des notations positives, des perspectives positives et d'autres négatives. Mais c'est plutôt stable. Donc l'Agence européenne de la coopération économique, oui, donc on en a besoin. Américaines qu'elles ne sont pas réalistes, je crois que ce n'est pas raisonnable de penser cela. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce raisonnement de court terme qu'on fait sur les bénéfices de l'inflation est dangereux. Si on dit l'inflation est bonne parce qu'on augmente les recettes, il faut se dire que les taux d'intérêt ou la politique monétaire de la Banque centrale européenne va devenir encore plus restrictive et on va passer d'une croissance plate, ou quasi plate, à une récession. Donc, cet effet bénéfique de court terme est très vite contrebalancé parce que ça va faire baisser la croissance. Et la clé, c'est la croissance, et la croissance à travers des investissements productifs, surtout climatiques. Et je rajouterai, à titre personnel, je trouve que la finance doit absolument devenir verte, pour le dire simplement, parce que si la finance ne contribue pas de manière décisive aux objectifs climatiques, on ne va pas y parvenir. Merci. Une question ici. Il nous reste moins de 2 minutes avant la conclusion de notre économiste Céline. Oui. Là, c'est la lutte pour le micro, là. Hein. Allez-y. Alors, question extrêmement courte et réponse extrêmement courte. Bonjour à tous. Parlons peu, parlons bien. Je suis moi économiste, j'ai un avis sur la question, mais que pensez-vous de la notion de la dette perpétuelle? En 2014, quand il y a eu la crise de la zone euro, la crise grecque, il y a un papier de référence qui est sorti avec l'acronyme PADRE. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Et on peut parler de différents points de vue. Une agence de notation, la dette corpo comme la dette publique. Donc voilà, je vous laisse la parole. Pierre, pour le côté où... les spécialistes des entreprises peuvent s'exprimer. Oui, après, moi je dirais juste un mot sur la dette publique perpétuelle. On peut y répondre de manière suivante. Ce qui est important, ce n'est pas le montant, mais c'est le ratio de la dette par rapport à la richesse d'un pays. Tant qu'on a ça sous contrôle, la dette peut légèrement augmenter sans que ce soit catastrophique. On peut appeler ça une dette perpétuelle, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on avait en tête. Donc l'important, c'est de comparer la dette par rapport à la taille d'une entreprise, la taille et la richesse d'un pays. Dernière question. Alors, soit monsieur, soit monsieur. Monsieur demande depuis très très longtemps. Voilà, c'est la toute dernière. Oui, je dois dire que je suis très encouragé par un discours très divers et enfin qui est loin du catastrophisme, loin des idéologues, enfin de la rigueur à tout va. Je ne pense pas du tout à vous, monsieur Dominique Seux, hein, bien évidemment. Mais je pense aussi que de toute façon, il faudra financer les transitions. Nous n'avons pas le choix. Il faudra effectivement s'endetter. Mais si cela ne suffit, ne faudrait-il pas à ce moment-là augmenter les impôts de ceux qui peuvent les payer? Ah. Cela aurait été dommage si la question n'était pas venue. Qui veut répondre? C'est un petit tandem qu'on fait tous les deux. Je ne me prononcerai pas sur la nécessité d'augmenter les impôts. Ah bah si. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. L'investissement pour la transition climatique est quelque chose qui va être fait par les entreprises, par définition. Par contre, les entreprises sont soumises aux contraintes que j'ai mentionnées tout à l'heure de la dette soutenable et donc des fameux ratios de dette sur cash flow, résultat opérationnel sur frais financiers. Et elles ne peuvent pas y échapper, sinon elles menacent leur survie à moyen terme. Par contre, la puissance publique a un rôle à jouer pour desserrer les contraintes. C'est ce qu'on voit très bien aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, qui permet de subventionner des investissements sur le sol américain pour la transition climatique. Et donc l'Europe a certainement aussi un rôle à jouer là-dedans en définissant des politiques publiques incitatives qui permettent de concilier les règles financières et les objectifs environnementaux en définissant bien sûr une trajectoire budgétaire soutenable. En une phrase, Madame Moody's, faut-il que la France augmente les impôts? C'est un choix. Est-ce que les pays veulent faire? Est-ce qu'ils veulent changer la structure de la dépense? Est-ce qu'ils veulent y réduire? Est-ce qu'ils veulent changer la façon d'avoir des revenus? C'est un choix pour chaque pays individuellement.
Alors très rapidement, à court terme, il est clair que le risque d'instabilité financière n'est pas nul, mais il est à relativiser. On a vu, beaucoup de choses ont été faites depuis la crise de 2008 en termes macro-prudentiels, au niveau du mécanisme européen de stabilité. On a vu que les banques américaines qui ont été déstabilisées dernièrement ont suscité une réaction immédiate des autorités monétaires qui sont arrivées à endiguer la contagion financière. Donc de ce point de vue, cela lance des signaux assez rassurants. Sur le plus long terme, il est clair qu'il faut focaliser l'investissement qui génère des externalités positives en termes environnementaux et sociaux à long terme, et qu'il faut effectivement générer une coopération internationale, puisque comme l'a montré la CNUSED dernièrement, il y a 2 jours, il y a un manque d'investissement dans le Sud pour pouvoir faire face à la transition énergétique. Donc dans ce cas, l'endettement est non seulement raisonnable, mais il est justifié, puisque c'est la croissance de demain qui assurera la soutenabilité de la dette d'hier, rendant l'endettement raisonnable. Merci à tous. Vous aurez retenu la phrase de conclusion, l'endettement est raisonnable. Je suis certain qu'il y a 10 ans, ici, à cette table ronde, ça n'est pas ce qu'on attendait. Merci à tous d'avoir écouté et tout le monde est à disposition pour répondre à vos questions.